Photographe, véritable érudit, ses œuvres interpellent, questionnent et suscitent un autre imaginaire. Pascal Luciani est l'invité de Philippe Martinetti. Bonsoir Pascal Luciani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous publiez le très bel ouvrage photographique et poétique Le Fleuve. Il s'agit d'un véritable parcours graphique au cœur de la Corse, où l'esthétisme onirique est au rendez-vous. Quel fut le point de départ de cet ouvrage, Pascal Luciani? Le point de départ, il est peut-être très ancien et il est aussi assez récent, au début du cheminement. Et le point de départ, c'est l'enfance, déjà. La découverte de ces endroits magiques du Niol, vraiment là, à côté d'Albertach, le village d'origine de mon papa. Tout simplement, les promenades et la découverte de l'eau et d'apprendre à nager dans ces endroits magnifiques. Ils sont pieux et c'est ça le point de départ. C'est un ouvrage presque, enfin je dis presque, mais minéral. Parce qu'évidemment, on découvre des rivières, des ruisseaux, oui. Ces endroits où, enfant, vous nous le dites, vous aimez aller vous balader en famille. Voilà. C'est vraiment de l'ordre de la contemplation, vraiment, votre travail autour de ces paysages-là. Oui. Et c'est vrai qu'après, de cette contemplation de l'origine, il y a aussi le vécu, parce que j'ai ramené mes enfants. Il y a tout un itinéraire personnel et professionnel qui m'ont fait voir les choses d'une autre manière. Ma maman qui peignait aussi dans ces endroits. Nous, on était gamins et on jouait. J'ai appris à nager avec mon frère, ma sœur. C'est une continuité. Et donc après avec mes enfants. Vous aviez besoin de revenir. Voilà, c'est oui. vraiment... Oui. Alors, peut-être que le terme est un peu fort, mais si je vous dis... il y a quelque chose d'initiatique presque là-dedans. Non, mais tout à fait, oui. C'est exactement ça, c'est vraiment la découverte et un chemin qui va vers le côté adulte, mais qui n'oublie pas l'enfance. Et puis après, il y a une image qui déclenche un peu le processus. Il y a eu une image? Une image. Au tout départ? Oui, dont on a parlé ensemble, oui. Tout à l'heure. Et ça a tout déclenché. Et c'est vrai que après, petit à petit, une autre image. C'est des découvertes vraiment d'image en image. Et ça s'associe un peu comme un puzzle. Et après, je me suis dit, ce serait bien d'écrire. J'avais une idée de faire aussi sur quelques images, d'écrire comme un parcours, voilà, comme un voyage. Et j'ai commencé à écrire des bouts de texte. Oui, c'est important, voilà. Les textes carrément, osons dire les choses. Oui, Pascal Luciani qui accompagne vos clichés. Il y a, en tant que lecteur, c'est ainsi moi que j'ai vécu votre ouvrage, je vais le dire vécu, parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions qui s'en dégagent. Il y a vos photos, il y a vos mots. C'est vraiment une balade poétique. C'est ainsi que vous l'aviez conçu, que vous l'aviez en tête dès le départ, ou c'est le hasard qui a dicté? Oui. Vraiment le hasard? Vous vous êtes laissé aller au hasard? Oui, tout à fait. C'est drôle pour un photographe alors que vous aviez en tête de revenir sur les lieux. C'est pas comme mon travail de commande. Je suis photographe publicitaire. Oui, vous allez revenir. D'ailleurs, c'est étrange, cette dichotomie entre votre travail de photographe publicitaire. Tout peut se lier, quelquefois. C'est aussi mon travail de photographe publicitaire du détail qui me fait venir sur certains détails dans la nature. C'est un cheminement, c'est un voyage, c'est un voyage intérieur et qui veut aller vers l'extérieur, vers la rencontre des autres. Comme là, je suis vraiment... Cet échange, ça me fait découvrir aussi mon travail, ce que j'ai voulu dire. Et puis il y a un miroir. Vous me renvoyez des éléments et je me dis, ah oui, c'est marrant. On peut le voir comme ça aussi. L'eau, c'est très photographique. Oui, tout à fait. C'est fantastique. C'est vivant, c'est changeant. Vraiment, c'est graphique. Et puis en photo, on peut faire selon bloquer le faire apparaître comme
comme une pierre précieuse. Une gouttelette, c'est vraiment un petit détail et avec une vitesse rapide, on peut avoir vraiment... On ne peut pas percevoir à l'œil, mais on sait qu'on va avoir un accident et c'est aussi ça la photo. Un accident, on va rester sur ce terme parce que c'est intéressant. Cela veut dire, vous le disiez, hein, que le hasard aussi a dicté votre processus photographique, mais vous l'attendiez, cet accident? On peut le préméditer. Le préméditer aussi, oui. C'est aussi ce qui peut être intéressant. Et quelquefois, j'ai pas de... Ce travail a été fait en argentique, hein, c'est vraiment un travail photographique argentique, mais je n'ai pas de barrière. Ça a après été numérisé, donc pour moi numérique argentique, mais peu importe. Ça a été fait en argentique pour le besoin du matériau du film, le grain. Je voulais une matière. Mais aussi, il y a aussi cette part, quand je vous dis une part de hasard, mais aussi de hasard qui peut être contrôlé. Le hasard fait que quand on a le film, on a enregistré, mais on n'a pas le résultat comme sur un appareil numérique, on a le résultat tout de suite, mais qui est des fois, on va dire, pas forcément... c'est bien d'avoir le mystère. On a et même avec des années de métier, on a toujours l'aléa. Et c'est l'aléa qui me plaît aussi dans l'argentique. C'est-à-dire qu'à la fin du développement, on s'est dit, mais finalement, là, cette image-là, que peut-être au moment où je l'ai faite, était peut-être pas celle qui me plaisait le plus, en cadrant et c'est celle qui se révèle être la plus intéressante. Souvent, chez les créateurs, il y a une expression qui revient, c'est une expression italienne, lanterna magica, ce moment magique où on est en train soit d'écrire pour un écrivain, soit justement pour un photographe comme vous, d'être là, l'instant présent qui compte, la magie, on se laisse guider aussi par la magie. Oui. Et autre chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on était gamin, on allait dans ces endroits, on remontait, comme on l'a tous fait, la rivière, on découvrait une onde, une piscine, hop, on escaladait, hop, on continuait, voir une truite. C'est magique ces endroits, c'est vraiment très beau et c'est encore. Heureusement, il faut, j'espère, bien le conserver. Vous écrivez dans le livre, en définissant aussi ce parcours initiatique, qu'il s'agit d'un nouveau baptême. Oui. Oui, parce que après, j'ai repris ce cheminement d'enfant, mais avec mon appareil. C'était plus pour aller chercher la truite sous la pierre, mais pour aller cadrer tel endroit, tel... c'est intéressant, comme une chasse aussi, mais d'un autre type. C'est important, le hors-champ, dans ces moments-là, parce que c'est assez curieux aussi dans vos ouvrages. Il n'y a pas de visage humain, quoique. Vous avez vu une apparence, une ombre. Tout à fait. Je voulais juste une note, une présence. Ce qui se trouve aussi que quand on était gamin, on n'avait pas la notion de certains endroits qu'on découvrait en bas du village. On partait sur ce sentier qui nous menait à Pedra Pinsud, le lieu vraiment où j'ai appris à nager. J'ai traversé la rivière, il fallait que j'arrive en face. C'était le signe que je savais nager. C'est des buts comme ça qu'on se fixait. Et il y a le cheminement avant d'aller à la rivière. Et on passait par certains endroits, vous avez vu peut-être dans les premières pages, des cavernes, des endroits où on ne sait pas si c'était fait par la main de l'homme, parce qu'on l'a découvert après, avec des fouilles, mais c'est vraiment étonnant. Et c'est ce qui me plaît, c'est le hasard, parce qu'on ne savait pas à l'époque, mais après on l'a su, et ça rajoute aussi encore une part de mystère. Donc c'est initiatique, oui. Le noir et blanc. Oui, ça participe du mystère aussi, plus que la couleur. Mais la couleur apparaît, je tenais... Parce que c'est très beau, c'est trivial. Les rochers, tout est... Mais on peut se laisser vite dépasser. Le noir et blanc permet aussi de se concentrer, d'aller vers vraiment le graphisme pur. Quand je vous écoute, et surtout quand je vous écoute et que je regarde attentivement vos clichés, que je lis vos mots, c'est assez
particulier parce que je me dis comment un photographe publicitaire, ou le bruissement médiatique, la communication, la publicité, vous envahit dans votre travail. Comment vous pouvez nous dire, maintenant, prenez le temps, observez, contemplez, parce que c'est ce que je suis en train de faire. C'est drôle, je disais tout à l'heure dichotomie, mais c'est presque deux personnes. Deux personnalités, oui. Et en même temps, c'en est une. Il y a dans le travail du livre aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai voulu aussi aller vers la publicité parce que je travaille beaucoup sur les bijoux, les montres, les reflets, les petits éléments, les matières, créer des petites animations, des petits décors. Je crée la lumière, je crée c'est lié aussi, et à la fois, il y a quand même la commande, le respect d'un... Là, j'échappais. C'est pour ça que j'ai édité. J'essaie pour pas avoir de contraintes, et la liberté, c'est très important. L'échappée, on va reprendre votre expression, une échappée belle, onirique, le fleuve, Pascal Luciani. Merci. Nous allons poursuivre notre conversation dans la seconde partie, mais avant, je vous propose de parler cinéma avec notre Han Solo, à nous, Xavier Affre. Vous êtes content, Bonsoir, Bonsoir, enchanté. Bonsoir Xavier. Eh oui, en référence à mon t-shirt. C'est ça. Eh oui. D'autres auraient dit Chewbacca, mais vous Merci. vous doutez bien. Alors, je préfère Un Solo. Oui. Alors, on va parler de deux films. Un film qui a fait l'actualité il y a un mois et demi à peu près. Et on reviendra après, si vous le voulez bien, sur un film des années 70, culte, un film de Joe Dante. On laisse le mystère, on verra après. D'abord, The Lebanese Rocket Society, alors, qui est un documentaire franco-libanais, et un documentaire que Urban Distribution m'a fait parvenir, donc je les remercie aussi, parce que c'est vraiment une découverte, là aussi. C'est un documentaire qui a été fait par des cinéastes qui sont aussi des plasticiens, qui s'appellent Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Ce sont des Libanais qui parlent bien français. Alors, ils font des documentaires, des longs métrages, expos photos, ils travaillent pas mal sur la vidéo aussi comme support. Et alors, c'est une découverte pour moi, puisqu'on va voir dans ce documentaire l'histoire, un peu étrange, c'est le sous-titre du film, de l'aventure spatiale libanaise. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Xavier est tombé sur la tête? Non. On a essayé de construire des fusées au Liban, alors pas pour les envoyer sur Israël d'abord, mais au départ parce qu'il y avait vraiment des scientifiques qui voulaient essayer de trouver des clés pour cette conquête spatiale. Mais je vais vous rassurer, très cher Xavier, et les téléspectateurs, ne se dites pas, mais non, Xavier est tombé sur la tête. Découverte spatiale libanaise, ça va plutôt bien avec ce que vous nous proposez depuis le début de la saison. C'est vrai, c'est le mélange des genres. C'est voilà. ça. Alors en fait, ça se passe au début des années 60, et c'est vrai que c'est pendant la guerre froide, évidemment, pendant le temps aussi du panarabisme, ça c'est aussi une notion importante. Et il y a un groupe d'étudiants d'une université avec leur professeur, Manouk Manoukian, qui va se lancer dans cette aventure spatiale, et c'est assez magique. Voici un extrait de la bande-annonce. Les Libanais auraient un jour rêvé de conquête spatiale, on a du mal à y croire. Au tout début des années 60, pendant que la NASA terminait ses préparatifs pour envoyer sa première fusée Apollo dans l'espace, un petit groupe d'étudiants de l'université Haïgazian, mené par Manouk Manoukian, a lancé des fusées dans le ciel libanais. This is the very beginning. Start from scratch with tiny little rockets. It was an enormous accomplishment. Ce projet spatial était devenu un projet national. I looked at my students and said, now we can look at larger rockets. Les boys et les fusées, c'était une bonne histoire. And at that point, we decided to call it the Lebanese Rocket Society. Alors évidemment, ce documentaire finalement est assez original dans sa construction, et puis surtout c'est assez passionnant. Ça va brasser évidemment le cinéma, parce que c'est aussi un film de cinéaste, c'est pas qu'un documentaire, il y a vraiment un travail qui est fait dessus. Et puis surtout ça mêle l'histoire, alors histoire de la guerre froide pour les passionnés vraiment d'histoire, histoire du Liban aussi, et puis l'histoire de l'aventure spatiale, un peu moins connue c'est vrai libanaise, mais elle est là, elle existe en tout cas. Et je disais, la construction est intéressante parce qu'il y a trois parties distinctes. Donc la première, les réalisateurs sont partis à la recherche des sources pour travailler sur ce sujet, ils n'ont rien trouvé.
Et ils ont eu la chance à Tampa, je crois que c'est en Floride, si je suis bon en géographie, ils ont eu la chance de retrouver ce professeur, Manouch Manouchian, qui avait tout conservé. Films d'époque, photographies, coupures de presse, donc mine d'or pour les réalisateurs qui se sont lancés évidemment dans cette aventure cinématographique. Et surtout, Manouch Manouchian a eu confiance. Il le dit, il attendait ça en fait depuis des années que des réalisateurs s'intéressent à ce projet, lui gardait tout secrètement, mais il avait envie de le montrer et de dire ce qui avait été fait. Alors c'est vrai que je dis deuxième partie aussi, puisqu'on parlait de première partie. Deuxième partie, c'est un hommage des cinéastes, qui sont plasticiens, donc ils font réaliser une sculpture de fusée qu'ils ont mis devant l'université, qui est l'université Aïgésian au Liban. Donc là aussi, un hommage. Et puis la troisième partie, on le voit un petit peu au début, c'est un film d'animation et c'est assez étonnant. Ils ont imaginé, bon ça dure quelques minutes, et si cette aventure spatiale était allée jusqu'au bout, et si les Libanais avaient pu planter un drapeau sur la Lune par exemple, et ça c'est assez étonnant, c'est la part un petit peu imaginaire et fictionnelle du documentaire. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que ça redonne vie à un passé occulté, à un passé oublié du Liban, d'autant plus que les Libanais ne connaissaient rien, absolument rien à cette histoire. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment passionnant. C'est aussi la reconquête d'une mémoire pour les Libanais, d'un imaginaire et d'un espoir en ces temps difficiles, puisque le Liban est un pays évidemment déchiré. Là, des gens travaillent dans un même sens pour quelque chose d'assez passionnant. Un véritable coup de cœur. Ah oui, c'est un très très beau documentaire, et puis c'est rare de voir, d'être surpris par quelque chose aujourd'hui. Là, le sujet est vraiment assez étonnant, donc c'est vraiment à conseiller. Je conseille. Univers totalement différent pour le second film, quoique. Oui, alors on va parler d'un film qui est ancien, 78, Piranha, de Joe Dante, film d'épouvante, d'horreur en 78, avec message politique, on y reviendra, qui ressort aux éditions Carlotta. Alors là aussi, il faut saluer le travail de Carlotta, parce qu'ils font un boulot remarquable. J'étais à Cannes et j'ai pu voir aussi Fedora, de Billy Wilder, remasterisé. C'est sorti le 5 juin, donc il n'y a pas très longtemps. DVD, Blu-ray. On va voir un extrait de la bande-annonce, c'est connu, tous les piranhas attaquent et remontent le cours d'une rivière. These are the man-eaters who go beyond the bite of all other jaws. Sharks come alone. Piranha come in thousands. Crazed by the scent of blood, they live by the taste of flesh. With razor teeth, they can strip a man to the bone in a frozen instant of terror. Piranha. They're here. They're hungry. They'll eat you alive. Who can stop them? Extraordinaire la bande-annonce aussi. Moi, je suis un grand fan de ce film. Vous donc savez. oui, je sais. C'est un film qui a été écrit par John Sayles, qui est aussi cinéaste aujourd'hui. C'est son premier scénario, produit par Roger Corman, le patron de la série B. Alors c'était très simple pour lui, il fallait sexe, violence et peu de budget. Le contrat est rempli, en tout cas avec ce Piranha, la série Z, même. mais qui est plus que ça, parce que au départ ça se veut un pastiche des Dents de la Mer, avec un budget très restreint, et ça devient, un peu comme les Dents de la Mer finalement, un film qui est extrêmement politique sur l'Amérique des années 70, l'Amérique post-Vietnam, avec le Watergate qui est passé par là, l'assassinat de Kennedy. Dans le film il est question de manipulation, le gouvernement nous ment, l'armée en prend évidemment... son grade, jeu de mots, bien entendu. Voilà. Mais donc, il y a un petit peu de tout dans ce film, un petit peu comme Joe Dante, c'est-à-dire humour noir, cruauté et même amoral, parce qu'on mange des enfants. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Les piranhas s'attaquent à des enfants. Aujourd'hui, si vous faites ça au cinéma, il y a toutes les associations de parents ou associations familiales qui vous tombent dessus. Et donc, il y a cette critique qui est vraiment très intéressante. Et Corman disait, c'est très simple, il avait dit à Joe Dante, qui n'était pas très connu, tu fais ce que tu veux, moi je veux sexe, violence, pas d'argent. Après, autour, tu peux dire ce que tu veux, les messages politiques, voilà. Ce qui fait dire à Joe Dante, d'ailleurs, que les années 70 est une période extraordinairement intéressante aux États-Unis où on pouvait tout faire, avec peu de moyens, mais tout faire. Parce que, je terminerai là-dessus, c'est très innovant, Piranha, notamment dans la façon d'activer ces piranhas. Si vous regardez tous les films auparavant, on ne les voyait jamais, ces poissons. Parce que c'était très dur. Ils ont fait des tests dans des piscines, caoutchouc, en mécanique. Ils ont tourné ça en 8 images secondes. Voilà, c'est assez étonnant avec des prothèses. Et évidemment, clin d'œil au t-shirt, c'était l'équipe des effets spéciaux qui travaillera sur Star Wars après. Donc voilà, un film passionnant, c'est jubilatoire, c'est cruel, c'est Joe Dante. Voilà. Mais quelques mots quand même sur Joe Dante. Oui, c'est un cinéaste un peu mésestimé.
Il a eu un problème, c'est qu'il n'est pas dans le moule spécialement hollywoodien. Spielberg avait défendu le film. Il y a une anecdote. Dans le bonus, il faut regarder, il y a une interview de Joe Dante qui est passionnante. Universal voulait interdire Piranha. Pourquoi ? Parce qu'il préparait Les Dents de la Mer 2. Et ça les embêtait de voir ça. Et c'est Spielberg qui a plaidé la cause auprès d'Universal en disant c'est un pastiche, etc. Et finalement, après, ils ont travaillé ensemble parce que c'est Spielberg qui a produit Gremlins. Et puis bon, Joe Dante, il n'y a pas très longtemps, a fait des films politiques durs. Alors, je ne sais plus comment s'appelait le film, là, sur Bush. On voyait des zombies qui revenaient d'Irak et qui allaient voter, mettre des bulletins dans les urnes contre Bush. Bon, c'était un cinéaste qui est extrêmement politique, Il a fait un film... Panique à Florida Beach. Exactement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, très cher ami. Vous avez, Pascal Outchan, une tablette numérique devant vous. Oui. Il y a une photo, une citation. Vous pouvez la lire et la commenter. C'est donc une photographe, Diane Arbus. Et la citation, c'est « Une photographie est un secret sur un secret. Plus elle vous en dit, moins vous en saurez. » Moi, je comprends mieux pourquoi on en a parlé, mais rapidement, je n'avais pas enregistré le texte est vraiment énigmatique, mais je comprends mieux pourquoi. Je pense que c'est choisi par rapport au livre. C'est plus pour le secret, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure. En fait, une image, en fait, on a l'impression quand on l'a fait, c'est pas forcément celle qui va être, et on la redécouvre, ou l'inverse. On pense qu'elle est parfaite, elle est plate. C'est le raté qui, des fois, on pense qu'elle n'est pas... Voilà, donc il y a toujours une matière, quelque chose qui vient se cacher ou se révéler. C'est ça qui m'évoque. Je ne sais pas si ce qu'elle a voulu... C'est blow-up, finalement. Exactement. On prend une photo, il y a la réalité, et même si on a grandi, finalement, la réalité nous échappe. Voilà, c'est vrai. Nous parlions du hasard au début de l'émission. Au-delà du hasard, la surprise, elle était au rendez-vous pour vous. Voilà, super, je suis content parce qu'en fait, les animaux, la rencontre avec un animal comme ça, hop, c'est une photo, c'est pas deux. Parce qu'il est là, mais alors je ne sais pas pourquoi il est là. C'est ça aussi qui est la surprise est au rendez-vous. Oui, voilà. Vos conseils de lecture? Alors j'ai amené... On terminera par ce coffret qui est important, nous en parlerons. Et là, c'est un très très bon choix qui aurait plu à notre critique littéraire Marcel Petriccioli, on va le montrer. Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi Je lis peu. J'avais du mal à lire quand j'étais plus jeune, mais ce livre, par contre, m'a ouvert à l'âge de 18 ans, 19 ans. Déjà, le livre de Camus, ça m'a vraiment... C'est un très beau livre que je conseille à beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément lire, mais qui peuvent raccrocher, adolescents, à certaines choses. Adhérer, c'est aussi une incompréhension, un secret. Et les illustrations, c'est vraiment un dessinateur fantastique qui a travaillé beaucoup avec Sampaio, qui est donc aussi sur les BD de jazz et d'un détective à l'accineur. Vraiment un univers que j'adore. Vraiment, c'est fantastique. L'univers du roman graphique, parce que c'est de ça dont il s'agit pour cette adaptation de L'étranger par José Munoz. C'est vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous touche, vous le photographe. Ah oui, complètement. J'adore la bande dessinée, le graphisme, et là, le fait de mélanger un texte que j'aime, et ça le fait redécouvrir, ça lui donne encore, je trouve, une autre dimension et se replonge d'une autre manière, parce qu'on n'a plus la même lecture non plus. Donc on change, c'est un autre point de vue, ça c'est génial aussi. L'étranger Albert Camus, il y a cette fameuse première phrase, aujourd'hui maman est morte, ou hier, je ne sais pas. Oui. L'une des phrases les plus importantes de la littérature du XXe siècle. Et enfin... Mais je voulais présenter aussi le travail de ma femme. Je vais le montrer, mais vous faites bien. C'est un coffret, parce qu'elle est artiste. En fait, elle travaille, son pinceau, c'est le cutter. Elle travaille des tableaux plutôt abstraits. Et en fait, c'est une façon de présenter une édition qui est limitée, numérotée,
avec un tirage fait main, en fait. Alors, la tenue à l'envers, voilà, c'est bon, impeccable. C'est la couverture, on la redécouvre dans son espace d'origine. Et je l'ai travaillé pour l'édition avec un vernis qui donne une autre dimension sur la couverture. Il y a un côté artisan. Voilà, c'est ce que je voulais garder. Voilà, tout à fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Artiste, certes, voilà. Photographe, mais aussi, surtout, artisan. Voilà. Merci beaucoup Pascal Ouchan d'avoir accepté notre invitation. Le fleuve, une balade onirique, nous le disions au début de l'émission, des photographies véritablement poétiques. Bravo pour l'ouvrage et merci beaucoup. À la prochaine certainement. J'espère. Xavier, à très bientôt cher ami. Que la force soit avec vous et le côté obscur. Hein. Surtout le côté obscur. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps devant votre poste de télévision. À très bientôt sur France 3 Corse via Style, évidemment.